L'histoire du jour m'a fait penser à une autre histoire qu'on avait traitée par le passé sur cette chaîne, celle de l'immonde Cho Do-soon. Il avait entraîné une fillette dans des toilettes publiques insalubres et je vous passe les détails, mais l'assaut avait été si virulent, si monstrueux, qu'il avait fini par utiliser une ventouse poisseuse afin d'essayer de remettre les entrailles de sa petite victime à l'intérieur de son corps. Une vraie boucherie. La victime avait survécu, mais n'ayant pratiquement plus d'estomac, elle devra vivre toute sa vie avec une poche intestinale. Eh bien, une femme sera retrouvée dans un état tout aussi épouvantable que cette petite fille. Elle est là, inanimée sur le sol de sa salle de bain, baignant dans une mare de sang, les entrailles suppliciées, les cavités vaginales et anales réduites à néant, et à ses côtés, il y a son petit ami complètement hystérique. Et problème, la soirée a été si alcoolisée que c'est le trou noir. Il ne se souvient plus de rien. Comment donc sa chair et tendre a-t-elle bien pu se retrouver dans un tel état? Charge alors aux enquêteurs de retracer le fil de cette terrible soirée. Aujourd'hui, la terrible histoire de Maria Nemeth. Hello, moi c'est Lila. Et moi Lilia. Et nous sommes les YouCrim Sisters. Et on tient à remercier notre sponsor du jour, Surfshark. Surfshark est un VPN qui va vous permettre de sécuriser vos informations personnelles lorsque vous surfez sur Internet. Vos données personnelles vont traverser un tunnel encrypté qui va permettre de garantir leur confidentialité. Ainsi, toutes vos données, telles que vos mots de passe, vos photos, vos informations bancaires, sont protégées. Et tout ça, bien sûr, sans que Surfshark ne conserve vos données. Et comme Surfshark dispose de plus de 3000 serveurs partout dans le monde, vous allez pouvoir cacher votre adresse IP et vous géolocaliser partout dans le monde. Et ainsi, naviguer de manière privée et sécurisée et avoir ainsi accès à de nombreux contenus auxquels on n'a pas accès habituellement. Oui, par exemple, vous pouvez l'utiliser lorsque vous allez sur Netflix, ça va vous débloquer beaucoup plus de contenu que ce que vous avez droit en principe quand vous êtes en France, c'est pareil pour Amazon Prime, mais vous pouvez également vous en servir pour faire votre shopping en ligne, par exemple, c'est très intéressant, d'autant plus qu'en ce moment c'est les fêtes, et que j'imagine que vous êtes tous en train de faire vos cadeaux pour ceux, bien évidemment, qui fêtent Noël, voilà. Eh bien, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, justement? Vous allez pouvoir faire votre shopping tranquillement en étant protégé des fraudes à la carte bancaire. Vos informations bancaires sont protégées et en plus, Surfshark vous débarrasse des pubs. Et des logiciels malveillants. Et comme j'utilise souvent le Wi-Fi public, c'est hyper pratique, mais ce n'est absolument pas sécurisé, eh bien je peux surfer tranquille, sans avoir le risque qu'on ne pirate ma carte bancaire, par exemple, ou qu'on ne dérobe mes données personnelles. Mais l'un des plus grands avantages de Surfshark, c'est dans l'utilisation des comparateurs de voyage. Ça permet d'éviter les augmentations tarifaires chaque fois qu'on se connecte ou qu'on se déconnecte d'un site. Et comme ça, on peut planifier ses vacances en toute tranquillité et vraiment avoir les vols, les billets d'avion ou les billets de train au meilleur prix. Voilà, les moins chers. Mais le plus important, c'est qu'en plus d'avoir un excellent rapport qualité-prix, c'est le meilleur VPN du marché. Pour 1,84€ seulement, vous pouvez l'utiliser sur autant d'appareils que vous voulez et tous en même temps. Et oui, c'est pas le cas de tous. Allez, on vous laisse le lien en barre d'infos et si vous utilisez le code YouCrim, bonne nouvelle, spécialement pour les fêtes, Surfshark vous offre une remise de 85% et non plus 83%, ainsi que 3 mois offerts. Cette offre est valable jusqu'à fin décembre 2022, alors profitez-en. Donc si vous comptiez prendre un VPN, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à celui-ci car pour le prix, il est vraiment imbattable et vous avez même une garantie de remboursement de 30 jours. Donc, vous l'essayez et soit vous êtes satisfait, soit vous êtes remboursé. C'est le meilleur moyen de vous faire votre propre avis. Voilà, quant à nous, on vous souhaite de belles fêtes à venir et on vous laisse avec la vidéo. Le 20 septembre 2015, la police de la ville de Sunrise, située en Floride aux États-Unis, reçoit un appel qui les mènera à une scène de crime si barbare qu'elle laissera sous le choc les policiers chargés d'intervenir sur les lieux. La personne paniquée à l'autre bout du fil est un homme du nom de Fidel Lopez, il est âgé de 24 ans au moment des faits et voici l'appel reçu par le 911 ce dimanche 20 septembre 2015 à 3h40 du matin, et comme beaucoup d'entre vous l'ont demandé, je ne vais pas sous-titrer
le passage, mais vous le traduire oralement pour qu'il soit accessible à tous. Voici la conversation. L'opératrice du 911 décroche et demande quelle est l'urgence. Fidèle répond « Écoutez, vous devez m'aider mec. Ma petite amie est dans la salle de bain, elle n'arrive pas à respirer. Je veux dire, oh mon Dieu, elle va revenir mec, allez !» Soit quoi l'opératrice répond « S'il vous plaît, j'arrive à peine à comprendre, calmez-vous. » Fidèle répond « S'il vous plaît, oh mon Dieu, elle était en train de boire et je ne sais pas ce qui est arrivé. Elle est allée dans la salle de bain et quand j'y suis allée, c'était... du sang sur le sol et tout, comme si. Je ne sais pas, mec, elle ne respire plus. Elle va mourir, mec. Allez, envoyez quelqu'un ici, mec. Soit que l'opératrice répond, d'accord, quelle est votre adresse? Et Fidèle répond, je ne sais pas, je fume simplement ma cigarette. Et cela est arrivé, putain. Soit quoi l'opératrice répond, vous devez essayer de me donner l'adresse, pour que nous puissions lui envoyer de l'aide. Fidèle répond, Maria, s'il te plaît, bébé. Ne meurs pas, bébé. S'il te plaît, ne meurs pas, bébé. S'il te plaît, putain. Bébé. L'opératrice le coupe et lui dit, j'ai besoin que vous cherchiez quelque chose avec l'adresse dessus. Fidèle répond, je ne sais pas, je viens juste de fumer ma cigarette, mec. Je viens juste de fumer ma cigarette. Et c'est arrivé, putain. Ce à quoi l'opératrice répond, vous allez essayer de trouver l'adresse afin que nous puissions lui envoyer de l'aide. Fidèle est ailleurs. Maria, s'il te plaît, ne meurs pas, bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, bébé. L'opératrice insiste une nouvelle fois, j'ai besoin que vous cherchiez quelque chose avec l'adresse dessus afin que nous puissions vous envoyer de l'aide. Écoutez-moi, écoutez. Ce à quoi Fidèle répond, je ne sais pas. C'est juste grand dehors, je m'en fiche. Elle travaille ici, elle loue simplement l'appartement avec moi. Elle travaille ici. Elle est juste l'assistante manager de ce putain... Je sais pas, mec. Elle respire plus, mec. Elle va mourir. Elle ne respire plus. Maria, s'il te plaît, bébé. Je buvais. Ce à quoi l'opératrice répond, dans quel appartement vous trouvez-vous? Fidèle répond, je n'arrive pas à penser maintenant. Je ne sais pas, c'est trop tard. L'opératrice insiste, monsieur, dites-moi dans quel appartement vous vous trouvez. Ce à quoi Fidèle répond, ok, fais juste venir ma mère et la police. Je sais pas, elle va mourir. Maria, s'il vous plaît, elle va mourir. L'opératrice le rassure, je vais vous envoyer de l'aide, ok? Et Fidèle est un peu ailleurs, bébé, tu n'as pas intérêt à mourir. Et le coup de téléphone se termine avec les paroles de l'opératrice, monsieur, restez avec moi, je vais vous envoyer de l'aide, ok? Et dans cet appel au 911, Fidèle explique donc à l'opératrice que lui et sa petite amie, qui est pour information âgée de 31 ans, étaient en train de boire de l'alcool, qu'il est ensuite sorti de l'appartement pour fumer une cigarette, et selon lui, à son retour, il a retrouvé sa petite amie Maria dans la salle de bain, alors même qu'elle avait des difficultés à respirer. Et comme vous venez de l'entendre, l'opératrice du 911 tente désespérément d'obtenir l'adresse de l'endroit où il se trouve, afin de pouvoir lui venir en aide. Malheureusement, l'opératrice n'obtient aucune information utile de la part de Fidèle. Le coup de téléphone prend fin sans qu'elle ne puisse obtenir d'adresse. Et nous ne savons pas comment la police a fini par trouver l'adresse, c'est probablement en retraçant l'appel téléphonique, mais quoi qu'il en soit, la police finit par localiser l'endroit où se trouvent Fidèle et Maria. Peu de temps après, la police de Sunrise et les secours arrivent donc sur les lieux, un immeuble d'habitation au 1630 Northwest 128e terrasse, et quand ils arrivent dans l'appartement, un peu avant 4 heures du matin, ils retrouvent Fidèle, ivre-mort dans la salle de bain, pleurant à côté du corps sans vie, nu et éventré de Maria. Il la secouait en vain et tentait de la réveiller. Et les agents remarquent immédiatement quelque chose d'étrange. Maria se trouve au milieu d'une mare de sang. En faisant un rapide tour de l'appartement, ils se rendent compte qu'il y a des signes de lutte dans tout l'appartement, comme si une altercation avait eu lieu. Il y a des gros trous dans les murs, une porte vitrée a été cassée, la vitre a été brisée en 1000 morceaux, des objets cassés se trouvent sur le sol, et enfin les portes d'un placard ont été arrachées. Il y a également du sang sur les murs du couloir. Quant au sol de la salle de bain et du placard, ils sont recouverts d'une importante quantité de sang. Et pire même, en regardant de plus près le sol du placard, ainsi que le sol de la salle de bain, la police découvre ce qui semble être plusieurs morceaux de chair humaine ensanglantés. Il devient alors évident pour les policiers que quelque chose de grave s'est passé dans cet appartement, une lutte
sans merci. La scène de crime est si atroce que les enquêteurs pensent être tombés sur une tentative d'avortement raté. Les secours cherchent tout signe de vie chez Maria, mais malheureusement il est trop tard pour elle. Elle est déclarée morte à 4h02 du matin. Elle est morte suite à une importante perte de sang après avoir été éventrée. Et les détails qui vont suivre sont assez choquants et de ce fait destinés à un public averti. Pour en savoir plus, les enquêteurs sécurisent les lieux et vont parler aux voisins du couple pour recueillir leurs témoignages. Fidel est quant à lui amené au commissariat afin d'être interrogé car les enquêteurs le soupçonnent d'être responsable de ce crime barbare. Lors de son interrogatoire, Fidel explique avoir rencontré Maria Nemeth 1 an auparavant dans une boîte de nuit. À ce moment, il vivait encore avec la mère de ses 2 enfants. Quant à Maria, elle venait de divorcer de son époux avec qui elle était restée 8 ans. Et ça a été le coup de foudre. Alors après quelques mois de relation, ils ont décidé d'emménager ensemble. Au début, ils vivaient tous les deux avec la famille de Fidel à Hollywood, en Floride, mais ils étaient bien décidés à se trouver leur propre nid d'amour. Ils ont donc cherché et fini par trouver 1 semaine seulement avant le drame, un appartement dans la Colonnade résidence à Sunrise, où Maria travaillait comme gestionnaire de location. Et voici ce qu'il s'est passé selon Fidel en cette funeste soirée du jeudi 19 novembre 2015. Fidel, qui est mécanicien, rentre chez lui après sa journée de travail. Il trouve Maria qui prépare à dîner. Et une fois qu'elle a fini de cuisiner, ils emportent le repas préparé par Maria et se rendent tous les deux chez la mère de Fidel, dans sa maison située à Miami, afin de savourer tous ensemble les plats préparés par Maria. Selon la mère de Fidel, le couple avait l'air heureux et amoureux ce soir-là, et elle n'a du moins rien remarqué d'inhabituel. Après avoir quitté la maison de la mère de Fidel, le couple se rend dans un restaurant situé près de leur résidence pour aller boire quelques margaritas. Ils se rendent ensuite dans un magasin de vins et spiritueux où ils achètent une bouteille de tequila, puis ils rentrent finalement chez eux. Et comme ils n'ont pas encore acheté de meubles pour leur nouvel appartement, ils utilisent des boîtes en carton comme table basse. Alors ils mettent de la musique et boivent quelques shots de tequila. La soirée se passe bien et le couple vide la moitié de la bouteille de tequila quand soudainement, Fidel entre dans une rage folle. Il commence à tout casser dans l'appartement, il casse divers objets, fait des trous dans les murs, brise une porte coulissante en verre et arrache la porte d'un placard. Mais Fidel explique ne pas se souvenir de la raison pour laquelle il est entré dans une telle rage. Quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, il dit avoir fini par se calmer et le couple s'est réconcilié. À ce moment, Maria et Fidel finissent par se retrouver dans le placard où ils ont des relations intimes sauvages. Alors qu'ils font l'amour, Maria lui fait une demande étrange, demande qu'elle ne lui avait jamais faite auparavant. Elle lui demande s'il peut lui insérer une bouteille de bière là où je pense. Ensuite, elle se rend dans la salle de bain et elle se met à 4 pattes et cette fois, elle va lui demander d'insérer en elle son bras. Et puis, après ça, à un moment, elle demande à Fidel de quitter la salle de bain car elle ne se sent pas bien et qu'elle a envie de vomir. Alors Fidel dit avoir laissé Maria seule et est sorti à ce moment dehors pour fumer une cigarette. Et c'est à son retour dans l'appartement, lorsqu'il est retourné dans la salle de bain, qu'il a vu que Maria avait du mal à respirer. Il a alors fait couler de l'eau dans la douche et a jeté de l'eau au visage de Maria pour tenter de la réveiller. Ça n'a pas fonctionné et c'est à ce moment qu'il a décidé d'appeler le 911. Voilà donc ce qu'il s'est passé selon Fidel, et c'est là sa première version puisqu'elle va changer. Les policiers cherchent à comprendre exactement donc ce qu'il s'est passé. Ils demandent donc à Fidel pour quelle raison Maria et lui se sont disputés ce soir-là. Et donc il explique ne pas se souvenir de la raison de leur dispute, ni même d'avoir saccagé l'appartement, car il était ivre. Il dit avoir eu un trou noir. Les policiers insistent pour savoir ce qu'il se rappelle avoir cassé, et finalement Fidel finit par admettre avoir endommagé un ordinateur et brisé un verre qu'il avait utilisé pour boire de la tequila. Et c'est selon lui la seule chose qu'il se souvient avoir cassée. Il admet que c'est probablement lui néanmoins qui a cassé la porte vitrée, la porte du placard et fait des trous dans les murs. Mais il est sûr d'une chose, c'est qu'il n'a pas utilisé le corps de Maria pour casser quoi que ce soit. Et bien évidemment, il dit qu'il ne lui a pas fait de mal. Les policiers lui demandent alors s'il a déjà été violent avec Maria,
Et Fidel insiste alors sur le fait qu'il n'a jamais fait de mal à une femme de sa vie. Et il affirme d'ailleurs que c'est Maria qui a déjà par le passé été violente avec lui. Selon lui, elle avait levé la main sur lui à plusieurs reprises alors qu'elle était sous l'influence de l'alcool. Mais il ne lui en avait pas tenu rigueur et avait simplement mis la jeune femme au lit pour qu'elle se calme. Puis Fidel va apporter un peu plus d'explications. Il réexplique donc qu'après la dispute, Maria et lui se sont calmés et qu'ils sont allés dans ce fameux placard où ils ont eu tous les deux des rapports intimes. Selon Fidel, c'est dans le placard que Maria lui a demandé de lui insérer donc cette fameuse bouteille de bière dans les parties intimes. Il s'est donc exécuté, mais quand il a retiré la bouteille de bière, elle s'est mise à saigner. Et les détectives lui demandent alors s'il a inséré la bouteille entièrement. Au début, Fidel dit que non, puis quelques secondes plus tard, il répond que oui. Les policiers demandent alors si la bouteille s'est cassée à l'intérieur de Maria. Dans leur tête, ils se disent que seul ça pourrait expliquer les blessures de Maria. On en parlera plus tard d'ailleurs de ces blessures. Et Fidel affirme que non, la bouteille ne s'est pas brisée. Et ça laisse les enquêteurs perplexes. En effet, si la bouteille ne s'est pas brisée, comment Maria aurait-elle pu perdre une telle quantité de sang et comment, surtout, des morceaux de chair humaine ont pu être retrouvés aux quatre coins de l'appartement? L'histoire de Fidel ne tient donc pas la route. Les policiers savent qu'il ment. Dans la version de Fidel, Maria s'est levée pour se rendre dans la salle de bain, mais pour les policiers, c'est impossible. Une quantité de sang énorme a été retrouvée dans le placard, ce qui suggère que Maria n'aurait pas pu se déplacer seule du placard à la salle de bain. C'est tout bonnement impossible. Alors Fidel va réitérer ses propos en allant, encore une fois, un peu plus dans les détails. Pour quelqu'un qui a perdu la mémoire, avouez que c'est pas mal. Alors il répète encore une fois que dans la salle de bain, Maria s'est mise à quatre pattes et lui a demandé d'insérer cette fois son bras en elle. Et il lui aurait alors demandé si elle était sûre de vouloir qu'il lui fasse ça. Pourquoi? Parce qu'elle saignait déjà. Elle lui a répondu que oui et lui a expliqué que bien qu'elle saigne, elle n'a pas mal. Et Fidel explique aux policiers que s'il a inséré la bouteille de bière et son avant-bras dans le corps de Maria, c'est parce qu'il se sentait coupable d'avoir mis à sac l'appartement et aussi et surtout, il voulait par là lui faire plaisir. Il a cependant avoué que le fait qu'elle lui demande ça l'avait déprimé car il avait l'impression d'être incapable de la satisfaire en règle générale. Donc après avoir inséré son bras dans les parties intimes de Maria, il a expliqué qu'elle s'est une nouvelle fois mise à saigner. Elle lui aurait donc alors demandé de sortir de la salle de bain, ne se sentant pas très bien et ayant envie de vomir. Et c'est là que Fidel, encore une fois, serait parti dehors, fumer sa cigarette, et c'est à son retour qu'il aurait retrouvé sa femme en grande difficulté respiratoire et appelé le 911. Ça vous le savez. Mais cette énième version ne satisfait toujours pas les enquêteurs. Ils ne sont pas dupes. Il y avait du sang sur le sol de la salle de bain, sur le placard, les murs, le couloir, les portes. Il y avait également des morceaux de chair. Les choses n'ont pas pu se passer comme ça. La scène de crime est bien trop barbare pour que les choses se soient passées aussi, entre gros guillemets, simplement que ça. Ce qui pousse les enquêteurs à croire que Maria n'était plus consciente dans la salle de bain. Elle était probablement inconsciente à cause de la douleur, et de ce fait, elle n'aurait jamais pu demander à Fidel de lui insérer quoi que ce soit dans le corps. D'ailleurs, on pense qu'elle ne lui a jamais demandé de lui insérer quoi que ce soit dans le corps. De plus, vu la configuration des lieux, il paraît évident que Fidel a tenté de nettoyer la scène de crime. Selon les enquêteurs, il n'aurait pas essayé de réveiller Maria pendant un certain temps, comme il l'affirme, non. Il aurait, en réalité, utilisé ce temps pour nettoyer un peu les lieux. Il faut cuisiner Fidel. Les policiers sentent qu'il ne leur dit pas tout. Néanmoins, il propose à Fidel de faire une pause dans son interrogatoire pour qu'il puisse aller fumer une cigarette. Et ils en profitent pour lui donner une feuille, et il lui suggère de noter tout ce dont il se souvient de la soirée du drame. Profitant de cette petite pause, il se tourne alors vers le médecin légiste, et à leur retour dans la salle d'interrogatoire, ils font savoir à Fidel que ses dires ne concordent pas avec les conclusions du médecin légiste, et que maintenant il est temps qu'il leur dise enfin la vérité. Et effectivement, le rapport d'autopsie révèle que Maria a des traces de coups partout sur le corps, ainsi qu'une blessure à l'arrière de la tête et des blessures défensives. Elle a donc brutalement été attaquée et a même tenté de se défendre. De plus, et comme je vous le disais, des morceaux de son corps ont été retirés. Ses cavités vaginales et anales étaient si
endommagées qu'elles ne pouvaient plus être distinguées l'une de l'autre. Ce n'était plus qu'une large cavité béante. Et les dégâts causés à l'intérieur de son corps n'auraient pu être provoqués, selon le médecin, que par des coups de poing extrêmement violents donnés à l'intérieur de son bas-ventre et à plusieurs reprises. Je vous fais pas de dessin, les amis, mais imaginez un peu la scène. Des coups de poing portés de l'intérieur du corps de Maria. Et en plus des conclusions du médecin légiste, les policiers mettent Fidel face au témoignage de ses voisins. Ils lui expliquent que certains voisins affirment avoir entendu vers 1h du matin des bruits qui laissent penser qu'effectivement une altercation avait eu lieu dans l'appartement. Selon les voisins, l'échange entre les deux personnes qui se disputaient ce soir-là était suffisamment bruyant pour réveiller les autres résidents. Certains voisins affirment quant à eux avoir entendu un homme hurler ainsi que des bruits sourds pendant au moins 2 heures. Un homme qui traversait le parking de la résidence a quant à lui affirmé avoir entendu une femme hurler. Et la femme qui vivait dans l'appartement se situant juste en dessous de celui de Fidel et Maria a quant à elle affirmé qu'elle a entendu des bruits sourds, mais qu'elle pensait que c'était seulement là quelqu'un qui déplaçait des meubles. Et enfin, un autre voisin a quant à lui affirmé avoir entendu quelqu'un hurler de douleur, mais cependant il était incapable de savoir d'où le bruit pouvait bien provenir. Et malheureusement, voyez, le nombre de témoins indirects, eh bien personne n'a appelé le 911, ce qui aurait peut-être sûrement sauvé Maria. Les détectives insistent donc auprès de Fidel pour qu'il raconte enfin la vérité et lui disent qu'ils savent très bien ce qu'il s'est passé et que ce qu'ils veulent savoir, c'est le pourquoi du comment tout cela s'est produit, quel est le mobile, quelle est la raison. Et une nouvelle fois, Fidel répète aux enquêteurs qu'il ne se souvient de rien d'autre à cause de l'importante quantité d'alcool qu'il a ingurgité. Et après tout, c'est vrai, les pertes de mémoire et les comportements violents liés à l'alcool sont tout à fait possibles. Il faut savoir que la consommation excessive d'alcool affecte le lobe frontal du cerveau, qui est justement responsable de filtrer les comportements impulsifs. Et donc, nos pensées les plus sombres sont la plupart du temps filtrées par le lobe frontal, et quand le lobe frontal ne fonctionne pas correctement, notre jugement peut être altéré et nous pouvons commettre des actes que jamais nous n'aurions commis en temps normal. Il est donc tout à fait possible de ne pas se rappeler de ce que l'on a fait lorsqu'on était sous l'influence de l'alcool. Et d'ailleurs, de nombreux crimes ont été commis par des personnes qui n'avaient aucun antécédent. Mais dans cette histoire, les policiers ont la certitude que Fidel fait semblant d'avoir perdu la mémoire. En effet, il fait en sorte de ne donner aux détectives aucun détail qui ne puisse l'accabler. Donc les policiers vont continuer à l'interroger pendant de longues heures afin de savoir pourquoi il a fini par éventrer Maria. Finalement, au bout d'un moment, Fidel finit, encore une fois, par changer de version. Et il admet qu'il s'est peut-être énervé car, pendant que les deux faisaient l'amour dans le placard, Maria a crié par 2 fois le prénom de son ex-mari par erreur, et ça a rendu Fidel fou de colère. C'est bien la preuve pour lui qu'elle pensait à un autre pendant l'acte, et ça il ne l'a pas supporté, et c'est à ce moment qu'il s'est transformé en monstre, selon ses propres mots. Fou de colère, il a quitté le placard et s'est mis à tout détruire dans l'appartement, et quand il est retourné dans le placard, Maria était si ivre qu'elle ne pouvait plus lui résister, et c'est à ce moment qu'il en a profité pour, dans un premier temps, insérer la bouteille de bière en elle, ensuite ses 2 poings, et enfin son bras jusqu'au coude, mais ce n'est pas tout, il a également inséré à l'intérieur de Maria un fer à lisser qui était, selon plusieurs sources, allumé. Voilà. Et il a mis tout ça également dans son anus. Mais Fidel ne s'est pas arrêté là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a retiré à main nue les intestins de la pauvre femme, ainsi que des morceaux de chair, sortant le tout par le vagin. Enfin, il a traîné son corps nu jusque dans la salle de bain, où un peu plus apaisé, il aurait essayé de la réveiller en lui jetant de l'eau au visage. Mais comme elle ne se réveillait pas, il s'est lavé les mains, est sorti fumer une cigarette, et lorsqu'il est revenu dans l'appartement, pris de panique, il a tenté en vain de nettoyer la scène de crime, est ensuite retourné auprès d'elle, s'est rendu compte qu'elle ne respirait plus, et c'est à ce moment qu'il aurait appelé le 911. Et on va interroger des ex à Fidel, pour connaître un peu plus son profil, est-ce qu'il est capable de faire ça?
Eh bien, selon une ex-petite amie de Fidel, il était extrêmement jaloux et il s'énervait très facilement. Si l'un de ses amis hommes osait s'approcher d'elle, par exemple, il n'hésitait pas à en venir aux mains. Et plus troublant encore, cette ex-petite amie affirme que Fidel lui avait demandé à plusieurs reprises s'il pouvait lui insérer des objets dans ses parties intimes. Ça l'avait mis extrêmement mal à l'aise, mais elle avait fini par accepter, se disant qu'il était juste un petit peu bizarre. Et Fidel avait tenté de la recontacter 1 semaine avant le meurtre, mais elle avait refusé de le voir. Et avec tout ce que nous savons aujourd'hui, eh bien, elle a peut-être échappé à un sort funeste en refusant de le revoir. Elle aurait très bien pu se retrouver dans la situation de Maria. Selon elle, il était comme diabolique et possédé lorsqu'il était contrarié par jalousie. Donc, en toute logique, Fidel a été écroué et accusé du meurtre de Maria. Et alors qu'il était en prison dans l'attente de son procès, il a dit à sa mère qu'il était inquiet pour la famille de Maria. Et il a dit à sa sœur que le meurtre le hantait, qu'il était obligé de prendre des somnifères pour pouvoir dormir la nuit, car à chaque fois qu'il fermait les yeux, il repensait au meurtre. Et la mère de Fidel est persuadée que s'il a commis ce meurtre, c'est à cause des attaques du diable. Et ça, selon elle, psychologues et policiers ne peuvent pas le comprendre. C'est là l'œuvre, selon la maman, du monde invisible, du malin. Parce qu'il n'y a qu'un esprit diabolique qui aurait pu pousser son fils à faire ça, selon elle. Alors les mamans jusqu'au bout, elles vont protéger leurs enfants, jusqu'au bout, du bout. On peut pas lui en vouloir, mais bon, quand même. Et après avoir feint l'amnésie, Fidel change de stratégie et plaide cette fois coupable. Il reconnaît les faits afin d'éviter la peine de mort. Il espère ainsi obtenir une peine de 50 ans de prison avec le jeu des remises de peine qui sait quand même sortir plus tard et recommencer sa vie. Mais le procureur a rejeté sa demande d'accord. C'est pas souvent que ça arrive. Très souvent aux États-Unis, il y a des accords qui sont faits pour garantir une sanction. Mais dans cette affaire, les policiers estiment qu'ils ont assez d'éléments pour confondre Fidel, alors nul besoin de passer un accord entre les parties, ils refusent. Arrive le moment du procès. Lors de son procès, Fidel essaye bien évidemment de minimiser son implication, montrant du doigt les effets de l'alcool, expliquant à quel point il aimait Maria et à quel point il est incapable de telle monstruosité, que sans l'alcool, tout ça ne serait jamais arrivé. Il explique qu'il mérite une deuxième chance et qu'il n'était plus maître de ses actes au moment des faits. Il faut le dire, les jurés ont été peu sensibles aux arguments de son avocat, et c'est tout naturellement qu'il a été condamné de meurtre en 2017. Et il a écopé, à son plus grand désarroi, de la prison à perpétuité, sans possibilité de libération. Mais il a toutefois échappé de justesse à la peine de mort. Ce qui veut dire que plus jamais il ne reverra la lumière du jour. Aucune deuxième chance pour Fidel, il a été décidé qu'il devait être mis sur le banc de la société, et ce, pour le restant de ses jours. Il est à noter que lors de ce procès, Fidel a tout de même présenté ses excuses à la famille de Maria Nemeth. Néanmoins, selon les spécialistes, il était évident que ses remords n'étaient pas sincères, qu'il cherchait tout simplement à s'en sortir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je trouve que c'est déjà bien assez comme ça. Merci de nous avoir suivis. On remercie encore notre partenaire Surfshark qui nous permet de traiter de ce genre d'affaires extrêmement difficiles que les annonceurs fuient comme la peste. N'hésitez pas à utiliser le code YouCrime. Surfshark offrira une remise de 85% ainsi que 3 mois offerts, et ce du 1er novembre 2022 jusqu'à fin décembre 2022. Quant à moi les amis, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.